Donc maintenant, je vais passer à l'enquête sociale générale sur la victimisation. Euh, Comme on a vu justement avec les derniers tableaux, les derniers graphiques, il peut y avoir quand même une certaine marge entre la criminalité déclarée, que ce soit les homicides ou les données déclarées par la police, et l'étendue réelle de la victimisation, notamment vu que ce n'est pas tout qui est déclaré à la police. En fait, bon, l'enquête sur la victimisation, c'est qu'on recueille des données auto-déclarées. C'est une enquête ménage où on appelle directement les gens à la maison et on pose différentes questions sur leurs expériences de victimisation. Et donc, en fait, l'enquête sociale générale en tant que telle est faite à chaque année. L'enquête de victimisation, elle, c'est à tous les 5 ans. Donc, l'enquête sociale générale a un thème différent à chaque année. Celui de la victimisation revient aux 5 ans. Donc, en 2014, c'était le 6e cycle. On était en train de préparer le 7e cycle. Donc, on a quand même un certain éventail de données. Ça a commencé en 88, si je me souviens bien. Donc, on peut revenir quand même assez loin en arrière pour analyser les tendances, moins que avec les données policières, par contre, évidemment. Donc, l'enquête cherche à mesurer la nature et l'étendue de la victimisation, évidemment ses conséquences aussi. Également les perceptions du crime, de la sécurité et du système de justice. Donc, non seulement on pose des questions sur la victimisation autodéclarée, mais également sur la perception des gens à l'égard du niveau de criminalité dans leur quartier, également leur perception de la police. Il y a également des questions sur les expériences de discrimination. Donc, plusieurs c'est une enquête quand même assez large. Ça dure environ en moyenne 45 minutes. Évidemment, ça, c'est une moyenne. Quelqu'un qui a subi des crimes va passer beaucoup plus de temps que ça au téléphone. Donc, un des avantages, c'est qu'il y a beaucoup de caractéristiques sociodémographiques, économiques, géographiques, de style de vie, de santé. Donc, évidemment, on peut relier à ce moment-là la victimisation à une foule de facteurs ou relier une foule de facteurs à la victimisation aussi. Les deux sont possibles. Donc, on parlait tout à l'heure des données géographiques dans l'enquête de victimisation. Je crois que c'est sur le fichier des centres de données de recherche, mais il y a le code postal. S'il n'y a pas le code postal, il y a au moins le secteur de recensement, donc qui est quand même des données géographiques assez précises. Évidemment, la victimisation est un événement assez rare de nature. Donc, il y a un peu moins de 10% des gens qui ont déclaré un crime violent et c'est une enquête par échantillon. Donc, l'échantillon en 2014 était de 35 000. Il y a 35 millions de personnes au Canada, donc faites le calcul, c'est environ une personne sur 1000. Donc, c'est sûr que si vous voulez analyser la victimisation dans un quartier précis, on a un échantillon d'une personne sur 1000, puis là-dessus, il n'y en a même pas 10% qui ont été victimes d'un crime. Donc, c'est assez limité si vous voulez aller dans des géographies précises, mais par contre, ça offre la possibilité de redéfinir les géographies. Si vous êtes intéressé par exemple, à regarder l'ouest de Montréal versus l'est de Montréal, c'est des choses qui peuvent être possibles. Surtout quand on tombe dans les questions de perception de la criminalité, à ce moment-là, on n'a pas le problème il y a seulement 5% des gens qui ont été victimes. C'est tous les gens ont une perception. Tous les gens ont donné un avis sur leur perception de la criminalité ou de la police. Donc, on pourrait comparer justement l'ouest de Montréal et l'est de Montréal au niveau de la perception de la police. Donc, au niveau des... OK, ouais, je suis rendu là. Donc, c'est, comme je le disais, c'est une enquête téléphonique qui inclut les cellulaires à partir de 2014. Avant 2014, on n'avait pas de cellulaire. Et à partir de 2019, il va également avoir un volet Internet. C'est venu un peu tard pour l'enquête de victimisation, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de considérations éthiques et de sécurité. Entre autres, on pose des questions sur la violence conjugale. Si une personne qui est victime de violence conjugale est en train de répondre à l'ordinateur et que le conjoint arrive, il faut s'assurer qu'on est capable de mener l'enquête de façon sécuritaire pour les répondants, entre autres. Donc, on a développé certains mécanismes pour ça. Puis, on a fait un test. En 2014, il y a eu un test justement qui a été fait. Donc, on y vient en 2019. Taux de réponse de 53% pour 2014. Évidemment, c'est plus élevé dans les années précédentes. Ça peut sembler bas, mais c'est disons, dans les normes maintenant, dans les enquêtes ménages. Je pense que toute personne qui fait des enquêtes est confrontée au même problème des taux de réponse qui vont en diminuant. Les gens sont sollicités de toutes parts et n'ont tout simplement plus 45 minutes à donner à répondre à un questionnaire. Donc, on avait 35 000 répondants en 2014, 33 000 dans les provinces et 2 000 dans les territoires.
Une chose intéressante avec 2014, c'est la première année où on avait vraiment des données de qualité pour les territoires. En 2009 aussi, on a eu des données pour les territoires. En 2014, c'était suffisant de qualité qu'on accepte de combiner les données avec les provinces qu'on les juge comparables. Surtout pour les données du Nunavut, on était plus limité en 2009. On n'avait pas une couverture complète. Au niveau de la couverture aussi, il faut savoir que c'est la population cible, c'est les Canadiens âgés de 15 ans et plus qui ne vivent pas en établissement. Donc, ça ne couvre pas les refuges en général. Ça ne couvre pas non plus les pénitenciers, ni les hôpitaux, les centres de réadaptation, ni les victimes de moins de 15 ans, et ni les personnes parlant ni anglais ni français, et les personnes sans téléphone. Donc, vous voyez que quand même aussi, parmi les exclusions, ça inclut beaucoup de populations qui peuvent être particulièrement à risque. Donc, c'est une des limites. Donc, c'est vraiment une enquête de population générale. Donc, ça, c'est une chose aussi qu'il faut tenir en compte lorsqu'on analyse les données de l'enquête sociale générale sur la victimisation. Également, on mesure 8 types de crimes. Donc, pour faire une comparaison, quand je parlais des données policières, je disais que c'est au-dessus de 100 infractions. Il ne faut pas non plus exagérer cette limitation-là, parce que quand on regarde les types de crimes contre la personne, crimes violents, entre autres, on a agression sexuelle, vol qualifié, voie de fait. Évidemment, quelqu'un qui a été victime d'une tentative de meurtre va quand même répondre oui aux questions sur les voies de fait. Donc, on va quand même être inclus là, même si on ne va pas étiqueter ça comme étant une tentative de meurtre. Également, on peut dire la même chose quand on dit que sans infraction au niveau de l'adulte, là-dessus, il y a agression sexuelle niveau 1, 2, 3, voie de fait niveau 1, 2, 3, contre un agent de la paix, autre voie de fait. Donc, finalement, quand on regarde ce qui est mesuré, c'est pratiquement tous les crimes contre la personne, sauf quelques exceptions, et notamment l'homicide, évidemment, pour des raisons assez évidentes. Au niveau des crimes contre les ménages, on a encore à peu près tous les crimes qui vont viser les ménages, les gens. Donc, évidemment, on n'a pas les crimes qui visent les commerces, mais au niveau des crimes qui visent les ménages, on a les différents vols, introduction par infraction et vandalisme. Donc, ici, je vous ai mis des exemples de questions parce qu'il est important aussi de considérer qu'une enquête de victimisation est assez important que ce soit des questions précises. On a fait, entre autres, des enquêtes à Statistique Canada que le but premier n'était pas de mesurer la victimisation, qu'il y avait une question sur la victimisation. Je pense, entre autres, à l'enquête sur la diversité ethnique. Et on demandait, avez-vous été victime d'un crime au cours des 12 derniers mois et au cours des 5 dernières années? Juste demander avez-vous été victime d'un crime ou même un crime violent, c'est pas suffisant. La notion de crime va beaucoup varier d'une personne à l'autre. Et c'était assez flagrant avec l'enquête sur la diversité ethnique parce que justement, la définition d'une culture à l'autre de ce qui est un crime pouvait varier beaucoup. Donc, il est important de poser des questions exactes et c'est ce que l'enquête sociale générale va faire justement pour mesurer l'agression sexuelle. C'est 3 questions différentes qui vont mesurer l'agression sexuelle. Au niveau de la violence conjugale, c'est une dizaine de questions qu'on pose pour mesurer la violence conjugale. C'est dérivé de ce qui est communément appelé le Conflict Tactic Scale. L'échelle en tant que telle a ses détracteurs, comme à peu près toute échelle, comme à peu près toute mesure, il y a toujours des détracteurs. Ça reste que c'est la même échelle qui est utilisée depuis plusieurs années, donc on peut comparer dans le temps. Et c'est ce qui est utilisé aussi généralement par la plupart des autres enquêtes nationales et également à l'international. Ceci dit, on considère toujours des façons d'améliorer les données. Puis justement, en ce moment, on est dans des rondes de négociation pour améliorer l'enquête en vue de 2019. Au niveau de la violence conjugale, on recueille aussi des données au niveau de la violence émotionnelle, psychologique. Je n'ai pas mis toutes les questions, mais il y a encore plusieurs questions. Par exemple, on va demander si le conjoint essaie de limiter les contacts avec la famille ou les amis, s'il menace de blesser d'autres personnes ou les animaux, s'il est excessivement jaloux. Donc, vous voyez le portrait. Et violence financière également, on a 2 ou 3 questions sur la violence financière. Donc, on a un exemple ici. Et on a aussi des questions sur la violence entre partenaires intimes. Donc, parce que la violence conjugale qui est mesurée avec l'enquête sociale générale, c'est uniquement conjoint de fait et ex-conjoint, conjoint de fait. Mais donc, il y a aussi de l'intérêt à mesurer la violence entre partenaires intimes, donc ce qui inclut petite amie ou ami avec bénéfice. Donc,
ça serait inclus dans ces questions-là, mais là, à ce moment-là, c'est plus limité. On a seulement 3 questions pour mesurer la violence entre partenaires intimes. Aussi, on mesure la violence physique et sexuelle durant l'enfance. Donc, c'est des questions rétrospectives. Ça a été ajouté en 2014. Donc, on pose des questions au sujet de la violence que les personnes auraient pu subir avant l'âge de 15 ans. En 2014, il y avait également des questions sur le harcèlement criminel qui ne seront pas là en 2019. Ça va probablement plutôt des questions sur la cybercriminalité qui était là en 2009. Donc, c'est cybercriminalité et harcèlement, c'est 2 modules qui rotationnent. Il y a également des questions sur, 1 ou 2 questions sur la maltraitance des aînés. Donc, là, on ne parle pas de voies de fait, mais plutôt d'abus financiers et émotifs. Indicateurs sociodémographiques, c'est un des gros avantages de l'enquête de victimisation. C'est que là, on a âge et sexe, évidemment, mais on a beaucoup plus. État matrimonial, des questions, des indicateurs sur la famille, le ménage, également sur le niveau d'éducation, éducation du conjoint, profession, également tout ce qui est identité autochtone, minorité visible, immigrants, religion. Donc, si vous êtes intéressé à faire des analyses sur des groupes de population précis, actuellement, à peu près la seule source de données possible, c'est l'enquête sociale générale sur la victimisation. On est en train de travailler pour nos données sur les services correctionnels, à ajouter certains indicateurs. On avait déjà indicateurs autochtones, mais disons, c'est pas là encore pour l'instant. Donc, pour l'instant, l'enquête sociale générale sur la victimisation pour des groupes de population précis est à peu près la seule option. Donc, on a également des questions sur la santé, les antécédents, certains antécédents également, et sur le style de vie. Donc, grosso modo, on a à peu près toutes les variables pour essayer de relier les différentes théories autour de la victimisation et des conséquences de la victimisation. Donc, limitation d'activité, pour ceux qui ne sont pas habitués à cette terminologie-là, c'est essentiellement l'handicap, handicapé, donc autant santé mentale que santé physique. On a également la santé physique auto-évaluée et même chose pour santé mentale, les indicateurs du mieux-être, consommation d'alcool, drogue, nombre de sorties, je l'ai déjà mentionné, victimisation durant l'enfance et également si les personnes ont des antécédents d'itinérance. Donc, au niveau des quartiers aussi, on a plusieurs variables. On a des variables dérivées du recensement. Là, c'est au niveau du secteur de recensement. Donc, on va avoir la proportion de familles monoparentales dans le quartier, le revenu médian, la proportion d'immigrants. Donc, encore d'autres variables qui, admettons, si vous êtes intéressé à tout ce qui est les analyses au niveau de la cohésion sociale et de l'efficacité collective, c'est souvent des variables qui sont intéressantes à avoir. On a également la perception du désordre social, l'entraide entre voisins, la confiance envers les voisins, probabilité qui alerte la police. Au niveau de la perception de la sécurité et de la justice, donc évidemment, perception du travail de la police, on demande des questions sur 6 indicateurs. Donc, si les personnes considèrent que la police fait un bon travail pour traiter les gens justement, pour répondre rapidement aux appels, etc. Également, un indicateur de confiance générale. On a aussi également, je ne l'ai pas indiqué ici, mais des questions sur les contacts avec la police. Donc, si les personnes sont entrées en contact avec la police pour le fait d'avoir été arrêtées, pour le fait d'avoir été victimes pour une infraction au code de la route. Également des perceptions de la confiance envers les tribunaux et perception de la criminalité, donc de leur quartier par rapport à ailleurs, par rapport à 5 ans auparavant, leur satisfaction générale par rapport à la sécurité, le sentiment de sécurité lorsqu'ils marchent seuls le soir, en utilisant le transport en commun. Et également les mesures de protection qu'ils prennent. Et on a aussi des caractéristiques sur les incidents. Donc, je ne nommerai pas tout. Je vais juste préciser pourquoi j'ai mis des petits plus à côté de conjugal. C'est que pour la violence conjugale, on recueille également beaucoup plus que ce qui est juste là. On va demander entre autres si les incidents sont arrivés pendant que la personne était enceinte, si ça s'est aggravé après que la police a été alertée. Je ne les nommerai pas toutes, mais il y a vraiment beaucoup de questions sur les caractéristiques de la violence conjugale. Une chose qui est importante à savoir, par contre, c'est d'analyser la violence conjugale par rapport aux autres incidents, c'est que la violence conjugale, on recueille l'information pour la situation de violence conjugale dans son ensemble. Évidemment, quelqu'un qui est violenté à toutes les semaines, on ne peut pas demander qu'elle nous donne des informations sur chacun des incidents qui ont eu lieu dans la dernière année. Donc, on va poser des questions sur la situation de violence conjugale dans son ensemble. Donc, on sait si la police a déjà été avisée, par exemple. Quand on demande est-ce que la police a été mise au courant, on sait qu'elle a été avisée au moins une fois. On ne sait pas si elle a été avisée à chaque fois ou combien de fois, mais on sait qu'elle a été avisée au moins une fois.
Puis, même chose, on demande le nombre d'incidents, mais donc, c'est même chose pour les blessures. Par exemple, on sait que la personne a été blessée au moins une fois. Peut-être plus, peut-être, ben, pas peut-être moins, mais ça peut être plus. Mais on ne peut pas savoir. Alors que pour les autres crimes, on a des informations sur chacun des incidents. Donc, une personne qui aurait été victime de 4 incidents, on va savoir si elle a été blessée dans 3 des 4 ou si elle a appelé la police dans 3 des 4 ou dans tous ou aucun. Donc, c'est une petite limite avec la violence conjugale, mais par contre, on a beaucoup plus de détails sur la situation de la violence conjugale dans son ensemble. Donc, qu'est-ce que les données de victimisation nous donnent? Bien, comme vous voyez, déjà, la criminalité, la victimisation baisse, mais c'est moins évident que quand on regarde les données de la police, surtout pour l'agression sexuelle. Donc, ça, c'est intéressant parce qu'on sait que l'agression sexuelle, selon l'enquête de victimisation, justement, c'est seulement 5% des victimes qui ont dit qu'ils avaient signalé la victimisation à la police. Donc, le gros des agressions sexuelles ne sont pas signalées à la police. Donc, les données policières, surtout pour l'agression sexuelle, ont une grosse limite à ce niveau-là. Et on voit ici que l'agression sexuelle ne baisse pas. Contrairement à ce qu'on voit avec les données policières, par contre, quand même, pour être honnête avec les données policières, la baisse pour l'agression sexuelle est moins importante que par rapport aux crimes violents, même avec les données policières. Au niveau des crimes contre les ménages, on voit aussi qu'en général, il y a une baisse assez importante. Et selon les provinces, ben, ce qui est intéressant de voir ici, c'est le Québec, entre autres, qui est un peu plus bas qu'à peu près tout le monde, alors que quand on regardait les données policières, l'indice de gravité de la criminalité, entre autres, le Québec était parmi les plus bas, mais pas à ce point. Et selon les villes, mais encore le même commentaire, quand on regarde l'indice de gravité de la criminalité, Toronto est dans les plus bas, la région métropolitaine de Toronto est dans les plus faibles. Et Montréal est plus près de la moyenne, alors que quand on regarde les données autodéclarées, Montréal est beaucoup plus bas que la plupart des autres villes. Donc, ça donne une indication comme quoi il n'y a pas nécessairement une base de données qui est meilleure que l'autre, mais c'est toujours bon de regarder un peu les deux. Nous, on dit en général que les deux bases de données sont complémentaires, puis ici, on a justement un bon exemple. On l'a vu aussi avec les données sur les homicides. Donc, quand on regarde l'ensemble des bases de données, on a un portrait peut-être un peu plus juste. Donc, ici, c'est le taux de signalement à la police. Donc, comme je vous disais, c'est environ le tiers. Ça varie un peu d'une province à l'autre, mais pas énormément. En Ontario, comme vous voyez, il y avait une différence statistiquement significative par rapport à l'ensemble. Donc, ça peut peut-être justement expliquer pourquoi qu'on voit que le taux d'utilisation à Toronto et en Ontario est un peu plus élevé qu'au Québec ou à Montréal, alors que quand on regarde les données de la police, c'est l'inverse. Autre exemple d'analyse, ben, comme on a beaucoup de caractéristiques, il y a disons, plusieurs possibilités de faire de la modélisation, donc ce qui est un avantage assez important de l'enquête sociale générale. Donc ici, on a une analyse de régression sur la violence, sur disons, en fonction de plusieurs caractéristiques. Donc, en conclusion, les avantages et désavantages, le principal avantage, c'est 1400 variables sur l'enquête sociale générale. Donc, si on compare tout à l'heure avec les données policières, qu'on en avait une quinzaine, un peu plus avec les homicides. Donc, c'est clairement le gros avantage. Et c'est aussi la seule source d'information nationale sur plusieurs sujets comme les perceptions de la criminalité, de la police. Plusieurs services de police ont leur propre enquête, mais si on veut comparer les différents services de police, il y a une enquête qui est nationale, c'est l'enquête de victimisation. Également, ça tient compte du chiffre noir de la criminalité, donc les crimes ne sont pas rapportés à la police. Et ça fait environ 30 ans qu'il y a des données. Les désavantages et limites, ben, je l'ai mentionné au début, il y a évidemment certaines populations à risque qui sont non sondées. Les itinérants, les prisonniers, les personnes dans les hôpitaux, dans les refuges. Également les enfants. Donc, je dis que c'est une des meilleures sources pour l'agression sexuelle, mais par contre, c'est bon de savoir que l'agression sexuelle, le pic, il est à 14 ans, 13-14 ans. Donc,
on sonde les personnes de 15 ans et plus. Donc, il y a aussi une limitation à ce niveau-là. On est limité au niveau des types de crimes qui sont mesurés. J'indique 8 crimes, comme je dis, il ne faut pas non plus overstater. C'est la plupart des crimes qui touchent les personnes, mais c'est quand même plus limité que ce que le programme de déclaration uniforme de la criminalité va avoir. Vous ne pouvez pas analyser le terrorisme et les infractions de terrorisme avec l'enquête sociale générale. Également, c'est sujet aux perceptions et aux interprétations des gens. Comme j'ai mentionné, on pose des questions précises pour essayer de limiter ça le plus possible, mais les gens peuvent avoir leur propre perception, leur propre interprétation des questions auxquelles on pose, de ce qui est un crime. Par exemple, quand on pose des questions sur les crimes haineux, les gens vont peut-être percevoir différemment. On voit entre autres une grosse différence au niveau des crimes haineux entre les données déclarées par la police et enquête sociale générale sur la victimisation. Les gens qui ont été victimes sont beaucoup plus susceptibles de percevoir leur crime comme ayant été motivés par la haine que la police. Quand on regarde les crimes haineux déclarés par la police, je crois qu'on n'en a même pas 2000 au Canada. Quand on regarde les données de victimisation, je pense qu'on en a 2000 juste dans l'enquête. J'exagère un peu, mais à peine la différence est assez flagrante. Donc, évidemment, après ça, qu'est-ce qui est vrai? C'est de prendre quelque part entre les deux. Donc, encore une fois, les enquêtes sont toutes complémentaires entre elles, mais il faut tenir compte que c'est sujet aux perceptions et aux interprétations des gens. Il y a également la réticence à répondre. On le voit entre autres pour l'agression sexuelle, beaucoup, il y a des gens qui nous disent oui, j'ai été victime, puis ensuite ne veulent plus répondre aux autres questions. Et ça, c'est celles qui nous ont dit oui, j'ai été victime. Il peut en avoir aussi beaucoup qui ont tout simplement pas dit oui, j'ai été victime. Donc, évidemment, c'est quand même mieux. On en a beaucoup plus que ce qui est déclaré à la police, mais on peut supposer qu'il y en a qui ont été victimes et qui ne l'ont pas mentionné. En revanche, il y a un autre effet aussi qui est connu dans les enquêtes de victimisation, c'est ce qu'on appelle le télescoping. Je ne sais pas si télescopage se dit en français. C'est qu'il y a aussi des personnes qui veulent parler de leur victimisation. Donc, si on leur dit « As-tu été victime dans les 12 derniers mois? » Si c'est arrivé il y a 18 mois, ils vont dire oui, quand même, parce qu'ils veulent en parler. Donc, il y a aussi ça qui va peut-être un peu contrebalancer pour la réticence à répondre, mais évidemment, il n'y a aucun moyen de savoir l'ampleur de l'impact pour chacun. Donc, l'accessibilité des données, c'est disponible dans les centres de données de recherche depuis assez longtemps aussi. Donc, vous pouvez reculer assez loin en arrière. Il existe aussi pour l'enquête sociale générale sur la victimisation un fichier de microdonnées à grande diffusion. Donc, qui est essentiellement un échantillon de l'enquête qui est disponible dans toutes les bibliothèques qui participent à l'initiative de DLI, l'initiation de démocratisation, c'est ça, j'allais dire libération, parce que c'est donc démocratisation des données. Donc, c'est essentiellement la plupart, toutes les bibliothèques universitaires, évidemment, y participent. La plupart des bibliothèques municipales également vont y participer. Donc, c'est sous forme de CD-ROM. Peut-être que ça a changé aujourd'hui vu qu'il y a de moins en moins d'ordinateurs avec les CD-ROM, je ne pourrais pas dire, mais c'est sous forme de CD-ROM. Donc, vous pouvez l'amener chez vous à la maison, travailler dans le confort de votre foyer. Donc, il y a aussi un avantage par rapport au centre de données de recherche. Vous devez vous déplacer ici et ensuite faire valider par un analyste, comme on le mentionnait tout à l'heure. Sauf qu'évidemment, c'est plus limité. Il n'y a pas toutes les variables qui sont sur le fichier parce que encore il y a la préoccupation de la confidentialité. Donc, c'est un échantillon de l'enquête. Et oui, il y a ça. Ça aussi, c'est un avantage. Par contre, vous pouvez faire comme je fais en ce moment, aller au chalet avec le CD, tout seul. Ça, c'est génial. Donc, c'est aussi, il y a plusieurs données, donc analyses statistiques qui sont disponibles dans plusieurs rapports de Statistique Canada. Il y a le Juristat qui est le véhicule au centre de données de recherche, mais il y a aussi d'autres divisions de Statistique Canada qui travaillent avec les données de l'enquête sociale générale. Donc, vous pouvez également en trouver ce regard sur la société canadienne et mettre l'accent sur les Canadiens. Je les indique ici parce que c'est assez important de connaître le nom des publications parce que si vous voulez naviguer sur le site de Statistique Canada, c'est pas toujours facile pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Donc, si vous recherchez directement les publications, parfois, c'est plus facile. Donc, est-ce qu'il y a des questions?